Ça peut aller comme ça. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Monde en 7. Dans ce numéro, nous évoquons cette tâche sur le CV du 45e président des États-Unis qui ne s'effacera jamais. Mais la séquence de l'impeachment du Sénat mercredi n'aura rien changé à l'objectif de Donald Trump, c'est-à-dire sa réélection en novembre 2020. Un retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo avant la présidentielle d'octobre 2020 serait-il possible ? En fin de cette semaine, la procureure de la CPI a annoncé l'intention de demander un nouveau procès, un sujet également qui force notre attention dans Le Monde en 7. Et puis au Togo, la campagne pour l'élection présidentielle de cette année a démarré jeudi, le début des opérations de charme auprès des populations pour les différents partis politiques en course pour le scrutin du 22 février. Et parmi les forces en présence, nous recevons deux représentants d'entre elles. Pour vous, sur ce plateau du Monde en 7, le professeur Perkouma Ouella, vous êtes secrétaire national du parti politique ADI de Emegogé, candidat d'ailleurs à cette présidentielle. Tout à fait. Bonjour et bienvenue dans Le Monde en 7. Bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices. Et comme je le disais, tantôt vous étiez également candidat en 2015, candidat malheureux. Effectivement, nous étions candidats en 2015 et nous avions, selon les résultats de la CENI, obtenu un peu plus de 4% de l'électorat. Et nous revenons avec de nouveaux messages, de nouvelles idées pour l'électorat. Que nous aurons largement le temps d'évoquer dans la deuxième partie du Monde en 7. Nous recevons également sur ce plateau un cadre du Parti Unir. Vous êtes également journaliste et ancien ambassadeur du Togo en Allemagne. Je veux parler de Sogoyou Kegewe. Bonjour et bienvenue dans Le Monde en 7. Bonjour Kinto, je crois que on est là. Voilà. Et nous sommes à votre écoute. Et les téléspectateurs sont aussi à notre écoute. Voilà. Et pour la suite, et comme annoncé, nous commençons avec les États-Unis où le président américain Donald Trump est acquitté par le Sénat. C'était mercredi et qui d'autre qu'un spécialiste du droit américain, un juriste pour mieux évoquer le sujet de le nôtre ici est le docteur Théo Bito. Bonjour et bienvenue dans Le Monde en 7. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici. Merci. Alors, et comme on l'a dit, c'était plutôt prévisible que Donald Trump soit acquitté dans cet impeachment, mais est-ce qu'il était attendu qu'il en ressorte encore plus fort? Ouais, je crois que ça dépend des appréciations des uns des autres. Nous sommes d'abord en politique et je crois que ceux qui ont fait suffisamment de la politique savent qu'il ne faut jamais paraître faible devant l'adversaire. Je crois que c'est très important. Il ne peut pas sortir de cet épisode paraissant faible. Il ne peut pas. Sur le fait, c'est qu'il envoie un message négatif à sa base. Mais on a l'impression qu'à l'issue de ce procès, il est devenu plus populaire que jamais aux États-Unis. Plus populaire Je ne sais pas si vous basez votre appréciation sur des données concrètes. Je sais que selon les derniers sondages, il y a 50% qui étaient pour qu'on on le destitue, 41% qui étaient pour qu'on le destitue, et puis il y a aussi 41% qui étaient qu'on ne le destitue pas. Je ne sais pas s'il est devenu plus populaire. Mais vous voyez, les appréciations que les uns et les autres font de cette situation viennent du fait qu'ils ne connaissent pas la fabrique américaine. Ils ne connaissent pas C'est facile d'être un journaliste, prendre des informations, par exemple envoyées par un autre journaliste et les traiter. Mais quand vous avez vécu aux États-Unis, vous savez comment ça fonctionne, vous avez une autre appréciation des faits, comment ça se présente. Okay? Donc pour moi, cette situation, ce qui est important, vous savez, aux États-Unis, l'un des éléments très importants, c'est la réputation et ce que nous appelons de legacy, l'héritage que vous laissez. Et on vous a dit depuis avant-hier que dans l'histoire des États-Unis, disons, il y a 4, mais 3 qui ont été vraiment impeached. Oui. Et plus de 200 ans d'histoire, vous avez seulement 3 personnes qui ont été impeached. Aucun président ne veut rentrer dans l'histoire avec ce mot dans son histoire. C'est ça le plus important aux États-Unis. Oui. Il sera définitivement reconnu comme ça. Mais au-delà de ça, oui, si nous calculons les points politiques, vous savez, nous sommes dans une période électorale. Et chaque candidat exploitera les éléments qu'il a en sa faveur. Bon, vous avez en face aussi un parti démocrate qui n'a pas d'éléments réels pour le moment, pour faire face à la situation. Vous savez, il n'y a pas de gens... Aujourd'hui, pour gagner une élection aux États-Unis, quand vous connaissez un peu le schéma, comment il se présente,
il y a le fait que le Parti républicain a une base constante et solide. C'est des religieux, c'est tout un mélange. Ils sont des gens qui vont voter. Il y a les libéraux qui sont tout le monde, les jeunes, tout ça là, qui parlent beaucoup mais qui ne vont pas voter réellement quand ça vient. Bon, pour gagner en 2004, Obama a dû taper dans cette base-là, motiver les jeunes pour qu'ils aillent voter. C'est ça qui a donné sa victoire. Et sa seconde victoire aussi, c'est les jeunes là qui sont sortis, qui sont allés voter. Tant que les candidats démocrates ne vont pas aller sur cette base-là, motiver la jeunesse, faire rêver la jeunesse pour que celle-ci aille voter, ils seront battus. C'est classique. Et finalement, on a l'impression que les démocrates, là, leur seule victoire aurait été d'avoir entaché le CV du président américain. Oui, moi je crois qu'il n'y a aucune gloire à gagner des élections juste parce qu'on a réussi à exclure le candidat. Si vous vous acharnez contre un candidat, vous dites tu ne dois pas être candidat, tu dois être empêché d'être candidat, comme on veut faire avec Donald Trump, c'est gagné par défaut. Donc, et puis les démocrates jusqu'ici, comme le disait M. Bito, leur candidat, on ne le voit pas. C'est-à-dire que ni le visage ni la voix ne sont connus pour quelqu'un qui veut être futur président des États-Unis d'Amérique, surtout face à un Donald Trump qui fait feu de tout bois, il n'a peur de rien, son cœur ne bat devant rien, il frôle même le brouillon, mais ça marche. Les Américains en redemandent. C'est comme une vedette de cinéma ou de football, il peut même tuer quelqu'un, on applaudit toujours. C'est ça Donald Trump. Et il s'est même vanté à l'issue de cet acquittement. On va sur cet élément qui en parle et revenir sur ce plateau pour évoquer un peu plus largement le sujet. Depuis la Maison-Blanche, Donald Trump évoque sa victoire contre une mascarade. Jugé depuis le mois dernier pour abus de pouvoir et entrave à l'action du Congrès, le président américain a sans surprise été acquitté mercredi au Sénat à majorité républicaine. Jeudi, le milliardaire plus déchaîné que jamais a dénoncé un procès injuste. Of impeachment. But now we have that gorgeous word. I never thought a word would sound so good. Ils ont pris ce qui n'était rien et m'ont amené jusqu'à un vote final sur une mise en accusation. C'est un mot que je trouve très laid. C'est un mot très sombre, très laid. Ils ont pris ce qui n'était rien, un appel téléphonique qui était tout à fait approprié. J'appelle ça un appel parfait, parce que ça l'était. Et ils m'ont amené aux dernières étapes de la mise en accusation. Mais maintenant, nous avons ce mot magnifique. Je n'aurais jamais pensé qu'un mot puisse sonner aussi bien. Ça s'appelle un acquittement total. Ce procès en destitution est en tout cas historique. Avant Donald Trump, seuls deux de ses prédécesseurs, Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998, avaient connu une telle avanie. Il a été mis en accusation et ça porte toujours. Peu importe ce qu'il dit ou quelle une de journaux il montre. Vous avez été mis en accusation pour toujours. Vous ne vous débarrasserez jamais de cette cicatrice. L'histoire retiendra toujours que vous avez été mis en accusation pour avoir sapé la sécurité de notre pays, mis en péril l'intégrité de nos élections et violé la Constitution des États-Unis. L'impact de cette affaire sur les élections est difficile à prédire, mais Donald Trump se dit convaincu que les électeurs pénaliseront ses opposants. Pas commenter, mais je voudrais réagir un peu à ce que l'ambassadeur a dit. Oui. Je crois que ce serait faire un procès de penser que les démocrates ont fait cette action pour juste empêcher Donald Trump d'aller aux élections. Vous savez, les États-Unis, c'est un pays suffisamment sérieux qui ne pose pas des actes comme ça. C'est une procédure constitutionnelle qui définit les étapes. Bien que non mature, cette procédure, elle est constitutionnelle et elle est requise dans des situations qui sont telles que celles que Barack Obama a posées. Peut-être que politiquement, ce n'était pas stratégiquement bien pour les démocrates de le faire en ce moment. Mais je pense que ça n'a pas été fait pour empêcher Donald Trump d'être candidat ou de se présenter aux élections présidentielles. Ça a été fait suivant les lois américaines. Les gens ont décidé, les étapes ont été décidées par les organes désignés. Et bon, comme tout procès, on peut gagner, on peut perdre. Le président américain parle d'une procédure injuste. C'est comme quand les justiciers vont à la justice. Certains trouvent que ce n'est pas juste. Parce qu'ils apprécient ça à leur manière. On ne peut pas juste apprécier
une décision de justice par rapport aux résultats que nous on attend. C'est un peu ça. Alors, une victoire pour les républicains, pour Donald Trump, et un échec, naturellement, pour les démocrates. Est-ce qu'on peut parler d'un échec en tant que tel ou d'une victoire en tant que telle? Comme le docteur Bito venait de le soulever, la procédure est une procédure qui a été déclenchée conformément aux dispositions légales de la Constitution américaine. Aujourd'hui, c'est vrai que ce procès avait des relents politiques. Et quand on parle de relents politiques, il faut invoquer le rapport de force. Et très tôt, dès le début, Donald Trump comptait beaucoup plus sur la majorité des républicains à la deuxième chambre, à la chambre haute. Et je pense que c'est à ce niveau que véritablement la décision ou bien l'issue de ce procès a été scellée. Et donc, je suis certain que si les démocrates étaient majoritaires au Sénat, certainement que l'issue serait totalement autre. Mais l'objectif également des démocrates, c'était politiquement de l'affaiblir. Et est-ce qu'aujourd'hui, Donald Trump est sorti complètement indemne de cette mise en accusation? Vous savez, il a pris quand même des coups sérieux avec cette mise en accusation, mais le personnage lui-même lui permet de rebondir parce que ce personnage est très résilient par rapport à sa fougue qu'il ne perd pas, qu'il n'a pas du tout perdu le long de tout ce procès. Donc ça a démontré, ça a permis de galvaniser, de garder ses troupes mobilisées tout le long de... Alors qu'au niveau du camp démocrate, l'issue était beaucoup plus certain sur l'impeachment. Et dès qu'on a vu qu'il y a des éléments qui pouvaient ne pas conduire à cet impeachment, on a vu un peu que du côté démocrate, ça a commencé par baisser. Et vous avez vu les actes que nous avons suivis à la télé, où Donald Trump a refusé de serrer la main à Nancy, et qui par la suite aussi a déchiré le discours, une partie du discours qu'il tenait. Donc cela prouve quand même qu'au-delà des procédures juridiques, il y a aussi le combat politique qui s'est invité dans ce processus. Alors, je sais que vous avez encore d'autres choses à nous ajouter, mais l'ambassadeur... Je voulais rebondir sur ce que le professeur Bito a dit. C'est vrai que les États-Unis, c'est un pays sérieux, qu'on ne fait pas ces procédures par hasard, mais on le fait dans le respect de la Constitution, je suis d'accord. N'empêche que si l'impeachment avait réussi, Donald Trump ne serait pas candidat. Et ce serait un très bon débarras pour les démocrates qui, pour le moment, n'ont pas encore un candidat visible. Maintenant, si Donald Trump était tombé, les républicains auraient eu du mal en si peu de temps à trouver encore une autre pop star pour gagner leurs élections. Donc, sans le vouloir peut-être, mais l'affaire a arrangé quelqu'un à qui profite le crime. Le crime n'a pas eu lieu. Celui à qui ça devait profiter, elle a broyé du noir. Mais aujourd'hui, il faut dire quand même que la vraie bataille commence dès maintenant. Oui. Ce que l'ambassadeur dit est vrai, hein? Mais vous savez, le vice-président des États-Unis est plus ancré dans les républicains que le président Trump. Vous savez, j'inviterai les gens à aller regarder un peu Il y a eu un documentaire qui a été fait sur Donald Trump qui s'appelle American Dream. Vous allez le regarder, vous allez savoir qui Donald Trump est. Vous comprendrez même pourquoi, même s'il avait été déclaré coupable, il aurait réagi de la même manière. Il a un état d'esprit. Vous savez? Donc, s'il avait été enlevé, les républicains avaient toujours un champion qui est le vice-président. Il est derrière comme cela, mais il est très populaire. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'à ce niveau de la discussion, on ne peut pas faire du droit sans de la politique. Et il y a plein de politiques. Et si vous suivez les épisodes, c'est des calculs qui ont été faits. Par exemple, le fait d'empêcher que les témoins viennent, ça a été un calcul très stratégique. Parce que si les témoins venaient, imaginez l'ancien responsable de la sécurité nationale, Bolton, qui était dans le bureau, qui a été témoin de tout ça là, et après il a été viré par Donald Trump. Mais s'il lui venait, il avait plus d'éléments. Il y a des témoins qui étaient là. Voyez-vous? Donc, en fait, la politique a beaucoup joué. Donc, je suis tout à fait d'accord avec lui que dans un environnement comme ça, ce serait difficile de ne pas avoir de la politique. Et comme on dit, même quand on parle de cette majorité qui condamne au niveau du Sénat, la majorité, c'est une majorité républicaine.
Donc c'est purement de la politique. Oui. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que les fondamentaux du droit sont là. Oui, peut-être que si j'ai quelque chose à ajouter, c'est aussi cette élégance d'utiliser les dispositions constitutionnelles par toutes les parties. Vous savez, quand on suit ça, on a envie de faire de la politique. Vraiment de la politique basée sur l'exploitation de toutes les dispositions, les contours juridiques qui permettent à chaque entité ou à chaque acteur de pouvoir s'exprimer et d'exploiter les dispositions telles légales. Quelque chose encore à ajouter avant qu'on quitte le sujet, ambassadeur? Non? Non, peut-être. Et moi, j'allais dire aussi que Donald Trump, il y a un élément dont nous n'avons pas parlé, c'est sa réussite économique et sociale. Ah oui. C'est-à-dire que la création des emplois, l'Amérique d'abord, et sa propension donc à tout ramener, l'argent, l'investissement en Amérique pour créer les emplois. Un président comme ça, même en cas d'impeachment, je suis sûr que les gens iraient encore le chercher pour venir siéger à la Maison-Blanche. Voilà ce que je voulais ajouter. En gros, il est bien parti pour... Mais il y a du nouveau quand même. Il y a actuellement un autre élément qui risque d'amener à un second impeachment. Il y a l'ancien conseil juridique du président qui s'appelle Gohan, qui a été viré en temps, qui devait normalement témoigner dans l'affaire Mueller. Et on l'a fait en sorte qu'enfin, ils ont utilisé la procédure juridique pour l'empêcher, pour dire qu'ils ne pouvaient pas le faire. Maintenant, la procédure, elle est pendante. Si la Cour d'appel, qui est compétente dans les affaires qui concernent qui concernent les juridictions fédérales, si elle s'ouvre à la possibilité que ce monsieur peut témoigner, ça veut dire que Bolton peut venir témoigner. Donc il y a une autre voie qui peut permettre aux démocrates aujourd'hui d'actionner un autre impeachment. Donc ça, c'est le débat de ce matin où les gens sont en train de se demander est-ce qu'il faut aller, Donc on attend toujours cette décision de la Cour d'appel. En tout cas, les démocrates se disent que le combat n'est pas encore terminé. Oui, je crois que c'est ça l'Amérique. L'Amérique, c'est ça. C'est ce bouillonnement, cette excitation. C'est ça l'Amérique. C'est ça qui rend grande l'Amérique. Alors, après la décision rendue en première instance il y a une année, les acquittés de la haie, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, étaient convoqués pour une audience déterminante d'ailleurs. C'était jeudi, le 6 février dernier, à la Cour pénale internationale, où se discutaient les conditions de leur liberté et de leur retour possible à Abidjan. Pourquoi les choses se compliquent-elles encore à la CPI? Je laisse la question à qui veut la prendre. Bien sûr, si je me permets. Oui. Je me rappelle, il y a environ un an, je tenais un débat sur ce même plateau, sur la question de l'emprisonnement de Laurent Gbagbo à La Haye. Et toute l'Afrique, toute la jeunesse africaine avait les yeux rivés sur la Cour pénale, sur l'issue du procès qui était en cours. Et ça a été une joie pour beaucoup d'Africains, beaucoup de panafricanistes, de savoir que Laurent Gbagbo et son co-accusé Charles Blé Goudé étaient acquittés. Mais de rebondissement à rebondissement, d'abord acquitté, pas totalement, en résidence surveillée, après totalement acquitté, après non, appel de Fatou Bensouda. Aujourd'hui, on dit carrément il faut aller à un nouveau procès. Finalement, on se demande qu'est-ce qui se passe sur le dossier Gbagbo. S'agit-il véritablement des questions ivoiriennes ou s'agit-il d'un règlement de compte politique? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que Fatou Bensouda en fait une affaire personnelle? Est-ce qu'elle est tirée, les ficelles sont tirées par les acteurs? Le président peut-être Ouattara. Le président Ouattara ou d'autres lobbies qui existent, on ne sait pas. Parce que vous savez, Ouattara n'était pas le seul adversaire ou le seul ennemi de Laurent Gbagbo. Il y avait beaucoup d'autres lobbies économiques qui voulaient toujours mettre la main basse sur les richesses africaines qui étaient derrière. Est-ce que ce sont ces lobbies qui continuent de tirer les ficelles? Ce sont des questions qu'on se pose. Les grosses interrogations. Un coup de théâtre selon vous, pour bloquer Laurent Gbagbo et Blé Goudé de venir en Côte d'Ivoire avant les élections de cette année. Vous voyez, la Côte d'Ivoire, moi aussi, il y a à peine un an ou deux, j'avais aussi animé une émission ici où je n'étais pas du tout tendre envers les hommes de Ouattara.
Là, on parlait de la guerre, comment la guerre s'est passée, pourquoi après une guerre, on condamne une partie en laissant l'autre. Et je m'étais mis carrément dans le sens de tout le monde devait être entendu, tout le monde devait être jugé. Mais aujourd'hui, le problème se pose autrement. Si nous regardons la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire, en fait, c'est nous tous. L'importance, le poids de la Côte d'Ivoire dans la sous-région est tel que, en fait, c'est nous tous, nous sommes tous des Ivoiriens. Et au-delà des politiciens qui tirent les ficelles, que ce soit ceux du pouvoir, Ouattara, Gon Coulibaly, Big Togo et tous les autres, ceux de l'opposition, et l'opposition, elle est plurielle, vous prenez Konan Bédié, vous prenez Soro, Blé Goudé, Gbagbo. Mais si nous faisions abstraction au moins une fois de tout ce monde pour penser au peuple ivoirien dont nous faisons partie, comme je l'ai dit, il faut chercher la voie qui mène à la paix. Tout le monde sait, ou tout le monde craint, qu'en cas de retour, Gbagbo ne resterait pas tranquille. Mais en réalité, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas seulement les hommes au pouvoir, ce n'est pas seulement Ouattara qui est contre le retour de Gbagbo. Vous l'avez souligné, il y a beaucoup d'autres. Et que, quand vous prenez même sur le plan privé, strictement familial, ces embrouilles avec Simone, ce n'est pas quelque chose, je ne vois pas Simone en train d'applaudir son retour. Afin Guessa, qui était son premier ministre ou président du parti, tous les tiraillements qu'il a eu avant qu'il n'accepte le rencontrer, je ne vois pas Afin Guessa en train d'applaudir son retour. Son ancien président de l'Assemblée nationale, M. Mamadou Coulibaly, qui d'ailleurs a créé son parti politique, et avec une dame, une véritable bombe atomique, la Nathalie Yamb, qui flingue tout sur son passage. Tous ces gens, personne d'entre eux n'a en réalité envie de voir Gbagbo de retour à Abidjan de sitôt. Ce qui fait que Fatou Bensouda, il trouve la force. Et quand vous la voyez agir, pratiquement, on a l'impression qu'elle-même, elle s'est approprié le dossier. Que c'est elle qui est la plaignante contre Gbagbo et contre Blé Goudé. Donc il y a tellement d'embrouilles. Il y a tellement d'embrouilles de force contraire que je ne crois pas, du peu que je sais, que c'est demain matin que Laurent Gbagbo va arriver à Abidjan, sauf s'il prend des engagements en revenant de rester tranquille. Or, il ne le fera pas. Alors, on va revenir sur l'impact que pourrait avoir Laurent Gbagbo. C'est vrai qu'on l'a évoqué à plusieurs reprises, mais je vais vous poser la question que beaucoup de nos téléspectateurs pourraient se poser encore aujourd'hui. Pourquoi Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont encore à la CPI, ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire, toute simple. Je crois que la question qui doit être posée est tout autre. Hein. Moi, je crois, ok. Parce que... Puisqu'ils sont acquittés. Oui. Vous savez, la seule chose qui puisse empêcher un citoyen de rentrer dans son pays, c'est la constitution du pays. Et aucune constitution au monde n'exclut les citoyens. Je me rappelle au temps d'Obama, vous savez, avant l'arrivée d'Obama, les États-Unis ne pouvaient jamais tuer un Américain. Et on se trouvait en situation où il y avait un Américain là qui était devenu un chef de Al-Qaïda, quelque part dans les péninsules, qui attaquait tellement les Américains, il était impliqué dans plusieurs attentats contre les Américains. Et il a été décidé s'il fallait le tuer ou pas. Mais vous ne pouvez pas le tuer parce que c'est un Américain. Parce qu'il a droit à ce que nous appelons le due process. Le droit à un procès équitable. Il est protégé. Donc il fallait pour le président, vu la menace que ce monsieur posait, il fallait pour le président en place de développer la théorie juridique, l'argumentaire juridique pour justifier qu'on puisse tuer ce monsieur. Ils ont pris plusieurs semaines pour développer cet argumentaire juridique pour justifier qu'on puisse tuer un Américain. Et finalement, quand ils ont eu l'argumentaire juridique, ils ont donné le OK pour qu'on le tue. Et quand la presse a réagi en disant on ne tue pas les Américains, le gouvernement américain ne peut pas tuer les Américains, ils ont fait sortir l'argumentaire juridique pour dire, selon ces éléments-là, nous avons estimé que le droit américain, la Constitution américaine permet de tuer un Américain qui devient un danger pour tous les Américains. Vous voyez? C'est des critères de valeur d'une nation. Le droit nous protège et il protège les autres. Parce que si je vous traite autrement, hors du droit, demain vous me traiterez de la même manière. Ça fait jurisprudence. Mais quand vous utilisez le droit pour me traiter, c'est constant. Ça traverse le temps.
Bon, donc je reviens à ma question en disant, est-ce que la constitution ivoirienne permet d'interdire à Gbagbo de revenir? Peu importe ce que les gens, les ressentiments des gens, peu importe ce que les gens disent, la constitution ne permet pas au gouvernement ivoirien d'empêcher Gbagbo de venir. Maintenant, le reste est une histoire de discussion. Les conditions dans lesquelles il va venir. Mais ils n'ont pas... Vous voulez parler d'une sortie de crise, d'une sortie politique de cette crise? C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à un point à faire le distinguo entre le politique et le droit. Quand on mélange les deux, c'est où le danger vient. Si le président Gbagbo est ivoirien, avec son passeport ivoirien, il peut prendre l'avion n'importe où pour rentrer chez lui. Maintenant, si vous estimez qu'il y a un danger, faites comme vous avez fait à, comment on appelle, son lieutenant, comment on l'appelle, celui avec qui il était à Chola, comment on appelle... Blé Goudé. Mais quand il arrive, arrêtez-le et jugez-le. Sur ce que vous estimez qu'il a commis comme crime en Côte d'Ivoire, jugez-le. Mais ça laisse une jurisprudence qui protège les Ivoiriens. Aujourd'hui, cette situation, elle est une aventure qui peut s'ouvrir à beaucoup de choses. Et quand on dit que la Côte d'Ivoire est le poumon de l'Afrique, quand ça commence, je crois que les gens ont vu par le passé, les Ivoiriens étaient ici partout. Oui. Je crois que nos États doivent passer à la maturité. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est un président qui disait que la démocratie, ce n'est pas une chose aisée. Mais il faut se battre pour qu'elle soit respectée, que les règles. Et la démocratie existe dans un pays simplement lorsque les droits sont respectés. C'est ça le truc là. Ce n'est pas parce qu'on est gentil dans le pays, non. Est-ce que les lois qu'on s'est données, la Constitution qu'on s'est donnée est respectée? Si la Constitution est respectée, Donald Trump, sans qu'il respecte la Constitution, il peut se lever, si c'est par rapport à la Constitution, il peut tuer qui veut dans le monde. Il a tué le général là. La Constitution américaine donne le pouvoir au président américain de tuer quelqu'un qui est considéré comme un ennemi de la nation. Donc, ça a été fait. Et il est protégé. Il n'est plus président, personne ne peut le poursuivre. Mais dans nos pays, en Afrique, certains présidents sortent de la présidence et se retrouvent en prison. Et vice-versa. C'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas protégés par le droit. Ils sont protégés par leur ethnie ou protégés par un certain nombre de personnes. Mais ça ne dure pas dans le temps. Les valeurs juridiques, les valeurs d'une nation, c'est ça qui protège le président et tout le monde. Je ne pense pas que le président Ouattara est mieux protégé aujourd'hui qu'il ne l'était par le passé, parce que, comment on appelle, Gbagbo est à l'extérieur. Il y a des discussions qu'il peut y avoir entre responsables politiques qui le rencontrent, qui lui posent le problème. Le danger que son retour, par exemple, peut poser. Qu'ils discutent et qu'ils aient des accords comme l'ambassadeur l'a dit et qu'ils reviennent. C'est ça le truc là. Il faut toujours utiliser le droit comme le baromètre. Parce que quand vous ne l'utilisez pas, vous rentrez dans une zone de non-contrôle. Alors, au-delà du droit, il faut dire quand même qu'une solution politique pourrait être trouvée à cette crise. Bien sûr, et ça va finir par là. Vous savez, toutes les crises qui ont jalonné l'histoire des hommes finissent toujours par une solution de négociation. Regardez les guerres les plus meurtrières. Comment elles ont fini? Par des accords entre les belligérants. Donc ça veut dire qu'une crise politique qui déchire toute une nation comme la Côte d'Ivoire doit pouvoir trouver solution dans la négociation. Et j'espère, parce que quand moi vous percevez ce qui se profile à l'horizon, en Côte d'Ivoire, c'est pas du tout gai. Quand vous regardez le lieutenant de Ouattara qui se retrouve dehors et qui se retrouve en fuite plus ou moins parce qu'il n'a pas pu atterrir chez lui quand il rentrait. Donc ça veut dire que ça fait encore une nouvelle près qui s'ouvre. Donc au-delà des positionnements politiques, au-delà des intérêts politiques, je pense que le président Ouattara, c'est quand même quelqu'un qui a un certain âge, qui a une certaine sagesse, et nous espérons qu'il va exploiter toutes ces valeurs-là, tous ces éléments, pour pouvoir faire asseoir sa génération. Je pense qu'il a dit dans un de ses propos, dans ses discours, où il disait que si les deux autres ne sont pas candidats, moi aussi je ne serai pas candidat. Ça veut dire qu'il est conscient que les trois, lui, Ouattara, Gbagbo et puis Bédié, doivent quand même s'entendre sur le minimum pour laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Et ça voudrait dire également que un retour de Laurent Gbagbo, encore de Blé Goudé, pourrait être sur de crise. C'est palpable. Non,
comme je l'ai dit, la chose la plus importante, c'est d'assurer la paix en Côte d'Ivoire, la paix et la sécurité en Côte d'Ivoire. À partir du moment où leur retour peut plus ou moins toucher à la paix et la sécurité, il faut y réfléchir par deux fois, non pas les empêcher de revenir, mais de négocier leur retour pour qu'ils soient au pays ensemble. Parce que moi, si j'étais Ouattara, je préfère avoir l'œil sur mon ennemi à côté qu'à 12 000 km de moi, parce que là-bas, je ne pourrais rien. Mais s'il est sous mes yeux, c'est mieux, ils n'ont qu'à revenir, on négocie qui ira aux élections, qui n'ira pas. Les élections, c'est une fois tous les 5 ans. Blé Goudé, Soro, ils sont très jeunes. On peut régler le problème entre Bédié, Gbagbo et Ouattara, ou leurs lieutenants. Les autres sont jeunes, ils n'ont qu'à patienter, dans 5 ans, ils iront. Il ne faut pas créer une seconde guerre en Côte d'Ivoire, parce que si jamais elle éclatait, avec tous les djihadistes qui se promènent au nord, on se retrouvera dans le chemin de la Libye. Les gens, chacun coupe un morceau, il le dirige, il le gère, il s'enrichit. Point. Donc, nous n'avons, si jamais ça arrive en Côte d'Ivoire, ça veut dire que nous, tous nos États voisins là, nous sommes dans la merde, excusez-moi le terme, dans la merde jusqu'au cou. Donc, ils doivent revenir, mais dans des conditions claires, où on fasse prendre conscience à chacun de sa responsabilité sur la paix et la sécurité en Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Et justement, en parlant de la sous-région ouest-africaine, la CEDEAO a également un rôle important à y jouer dans cette crise. Dans ce qui se passe depuis la haie avec Gbagbo et Bensouda, je n'ai pas encore entendu un mot de la CEDEAO, parce que la CEDEAO s'est dit c'est une procédure judiciaire, on n'a pas à intervenir. On a déploré il y a 2 jours le méli-mélo qu'il y a eu à la haie entre les avocats du président Ouattara, disons de l'État de Côte d'Ivoire. Oui. Et ce qu'ils ont dit, comment Ouattara réagit, tout ce mélange, normalement, personne ne doit interférer. Même la CEDEAO ne doit pas interférer tant que l'affaire est au niveau juridique à la haie. Maintenant, si on négocie leur retour, c'est en ce moment que la CEDEAO peut jouer un rôle. On va un médiateur. Voilà. La CEDEAO peut travailler à médiateur pour que Gbagbo, Blé Goudé, Soro reviennent au pays. Et la CEDEAO aide à trouver une issue pacifique. Cela arrangera énormément Ouattara, parce qu'après tout ce qu'il a fait, ce serait malheureux qu'à peine il tourne le dos, comme le disait l'autre, aucun droit ne le protège, à peine il tourne le dos, on lui fait le même coup, où on casse ce qu'il a construit en 10 ans. Ce serait malheureux. Donc vous pensez que Ouattara a construit beaucoup de choses en 10 ans ? Vous savez, il est arrivé tant bien que mal à... Il est arrivé dans les conditions que nous connaissons, après une longue partition du pays, le nord, le sud, la guerre, les tueries, les massacres, l'armée complètement aplatie. Alors, si aujourd'hui, ce pays a encore une armée qui tient sur les 2 pieds, si ce pays a encore des infrastructures enviables, je crois qu'on ne peut pas dire que Ouattara n'a rien fait. Vous savez, quand vous êtes au pays, au pouvoir, tout ce que vous faites, les autres ne voient que du mal, tant que ce n'est pas eux qui le font. Nous comprenons ça, c'est la politique, mais Ouattara a énormément fait. Et vu son parcours précédent, de banquier, de grands fonctionnaires internationaux, Banque mondiale, BCAO et tout, je crois quand même qu'il est le mieux placé pour avoir une idée des problèmes que son pays avait et des solutions immédiates à apporter. Je dis bien des solutions immédiates parce qu'après une telle guerre, il faudra peut-être 20, 30 ans, plus d'une génération pour remettre la Côte d'Ivoire réellement à niveau, non seulement sur le terrain, mais dans les esprits et dans les cœurs des citoyens. Mais est-ce que Gbagbo ou encore Blé Goudé sont clairement pour une négociation pour pouvoir entrer au pays, parce qu'on a l'impression qu'il y a une guerre d'ego. Je crois que ce serait encore une appréciation erronée de ce que c'est que l'homme politique. Vous savez, l'homme politique est toujours ouvert. Je parle des bons hommes politiques. Ils sont toujours ouverts aux négociations. Ça dépend de ce qu'il obtient. Je crois que le président Gbagbo aime son pays. Et ça, ce n'est pas... On n'a pas fait une dissertation là-dessus. Et il sait ce qu'il peut concéder pour que ce pays avance. Et je pense que si les éléments sont là et que il doit s'écarter pour que ça passe, il le fera. Je pense que, comme l'a dit l'ambassadeur, c'est une histoire de discussion politique. Il faut que les gens aient le courage de la discussion. Aujourd'hui, malheureusement, je disais la dernière fois que nous sommes dans un cycle, le monde où les gens pensent
de manière erronée ou par manque d'information que c'est en se barricadant qu'on obtient des solutions. Mais c'est en battant pour l'avenir. Parce que quand vous êtes politicien, vous ne pensez pas seulement aujourd'hui, vous pensez à vos enfants. C'est demain qui est important. Parce que, comme l'a dit, c'est dans, comment dire, Alexandre Degrand, on dit que quand tout est fini, c'est ce que tu as fait qui compte. Parce que ce n'est pas, on ne va plus savoir, tu as fait 10 ans, je ne sais pas, au pouvoir comme et l'autre là, mais qu'est-ce que tu as fait de concret? Il a dit, il a construit des éléments, il a construit l'économie ivoirienne, il a fait beaucoup de choses. Mais c'est ce qui compte à la fin. Mais s'il se met dans une posture de sorte que les gens reviennent détruire ça encore, il aurait fait ces 10 ans avec 100 résultats. Voyez-vous? Donc, il est important pour lui de comprendre que c'est lui qui gère la maison maintenant. Il est important pour lui d'appeler ces gens, de discuter, d'accepter les sacrifices qu'il faut pour que la Côte d'Ivoire soit plongée dans une paix de braves sur une longue durée. Et ça va stabiliser beaucoup de choses. Il a dit, la sous-région aujourd'hui est infectée. Et les gens les plus optimistes parient sur quelques années pour que ça commence à créer le grand tour. Certains pensent que c'est déjà gâté. Donc, il ne faut pas donner l'opportunité aux gens qui veulent que ça ne marche pas de créer le désordre. Donc, alors, il faut discuter. Quand vous parlez de ce que Laurent Gbagbo pourrait faire, c'est-à-dire s'écarter, s'il trouve une possibilité de s'écarter pour qu'il y ait une paix sur le long terme en Côte d'Ivoire, il pourrait le faire. On pourrait également se référer à 2010, ce qui s'est passé avant qu'il quitte le pouvoir. Il ne faut pas... 2010, personne ne sait. On a dit ce qui s'est passé. Mais il y a eu des morts quand même. Les morts ont commencé avant 2010. Okay? Et chaque fois qu'un Africain tombe, je crois que c'est une peine pour nous tous. C'est une peine. Et surtout quand c'est des morts que j'appelle des morts inutiles. Si je vois quelqu'un mourir, par exemple, en train de créer une entreprise ou en train de créer quelque chose de génial, qui meurt, ça valorise la nation. Quelqu'un qui meurt parce qu'il a été fauché par une balle perdue, c'est de la perte. On n'a pas le temps de ces pertes-là. Voyez-vous? Donc, 2010, il faut trouver une boule de cristal pour savoir ce qui s'est passé. OK? Comme il a dit, la Côte d'Ivoire est impliquée, il y a tellement d'intérêt en Côte d'Ivoire, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé en 2010. OK? Moi, je ne le sais pas, je ne peux pas faire des projections sur ce que je ne sais pas. Mais ce qui compte, c'est aujourd'hui. Les morts là ne reviendront plus pour vivre en Côte d'Ivoire. Ils sont déjà morts. Qu'est-ce que les hommes d'État, je les appelle les hommes d'État. Il faut qu'il y ait des hommes d'État en Côte d'Ivoire. Il y en a plus, il y en a actuellement dans le monde, il y a rarement très peu d'hommes d'État aujourd'hui. Il faut des hommes d'État en Côte d'Ivoire qui se mettent ensemble pour dire ce n'est pas nous personnellement qui comptons, mais c'est la Côte d'Ivoire. Et tant que nous n'arriverons pas là-bas, c'est un risque permanent. Mais il faut que Gbagbo comprenne, il faut que Soro comprenne, il faut que le président Ouattara comprenne que la grandeur d'une nation ne se limite pas à un nom. Ton nom aujourd'hui sera dans l'histoire pour le bien ou le mal. Donc c'est à toi de définir aujourd'hui ce que tu veux laisser comme nom. Mais je crois que s'il se met dans cette logique de discuter, de s'entendre, de faire grandir la Côte d'Ivoire, leurs noms seront toujours affichés dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est important. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de Suisse, ils en ont tellement. Ce qui est important pour eux, c'est qu'est-ce que les livres d'histoire retiendront d'eux? Qu'est-ce que les livres d'histoire vont retenir de Ouattara, de Gbagbo et de Soro? C'est ça qui est important. Je crois que c'est l'élément que nous avons de la difficulté à percevoir en Afrique. Ailleurs, c'est de l'or. Parce que vous avez des présidents qui ont été là il y a près de 100 ans plus, on en parle aujourd'hui. Ils ont des bibliothèques, ils ont plein de choses, les gens les glorifient. Les gens en font des dieux. Ils sont devenus des immortels. Il y a des présidents qui sont là aujourd'hui, personne n'en parle. Voyez-vous? Il a été président, mais il est rentré dans l'histoire comme un inconnu. Donc, ça dépend de ce que les gens se battent. La Côte d'Ivoire doit se battre pour rayonner dans la sous-région. Et quand elle rayonne, c'est les dirigeants ivoiriens qui auront rayonné. Et en revenant sur les intérêts, vous ne pensez pas que la France également pourrait tirer les ficelles pour que Laurent Gbagbo et PVD ne rentrent pas, puisque tout le monde sait quand même qu'un retour de ces deux hommes pourrait éventuellement être source d'une nouvelle crise politique dans le pays?
Oui, bien sûr que en m'appuyant sur ce que le docteur Bito venait d'évoquer, de la manière dont Ouattara est arrivé au pouvoir, parce qu'il s'est senti à un moment écarté par l'affaire de l'ivoirité. Vous savez ce qui s'est passé à la suite, c'est la rébellion, ensuite une élection contestée, ensuite la guerre, et Ouattara est arrivé au pouvoir. De la même manière, les autres aussi, s'ils sentent que leur droit est plus ou moins bafoué à cause des intérêts du pouvoir actuel, ils peuvent être tentés, je dis bien, je préfère parler d'être tentés, de s'aventurer sur la même voie que Ouattara, ce que nous ne souhaitons pas bien sûr. Mais il y a un élément que vous évoquez qui est fondamental, c'est aussi le côté panafricaniste de Gbagbo et Blé Goudé, qui ne l'ont pas caché du tout. Et vous savez, l'impérialisme, je pense que beaucoup avaient été peut-être, je dirais, un peu était allé vite en besogne en pensant qu'en 1960, la métropole donnait l'indépendance aux États africains, mais c'était sans compter que chez les impérialistes, ils le proclament toujours que les États n'ont pas d'amis et que les États ont des intérêts à défendre. Et depuis la première, on nous a toujours enseigné la célèbre phrase de Jules Ferry qui disait « Rayonner sans agir, sans se mêler des affaires du monde, c'est abdiquer ». Et vous savez, ces phrases-là restent des symboles dans la gouvernance de ces États. Et je ne pense pas que la France va abandonner un jour ses colonies. La preuve, vous voyez, quand la CEDEAO a voulu lancer l'ECO, la France a couru, et alors que Macron nous disait que c'est la rupture de la France-Afrique, mais il a couru pour précipiter le processus qui conduisait vers la création de la monnaie ECO, pour fabriquer une autre ECO. Et aujourd'hui, on a plusieurs ECO, on ne se retrouve plus dans quel ECO on est. Donc ça veut dire qu'en réalité, il y a cette peur de la France, que si les gens comme Gbagbo, Blé Goudé, qui portent quand même la flamme du panafricanisme, rentrent en Côte d'Ivoire, ça va renforcer davantage la réaffirmation africaine. Et malheureusement, la France perçoit la réaffirmation africaine comme un sentiment anti-français. Vous avez écouté Macron sur ce plan. Donc ça veut dire que chaque fois que des Africains vont commencer par réaffirmer leur identité, le colonisateur ou notre ancien colonisateur va toujours considérer ça comme des sentiments qui ne lui sont pas favorables. Ce qui est normal, parce que j'ai parlé tout à l'heure des questions d'intérêt entre les États. Et c'est à nos États de pouvoir asseoir des politiques ou des modèles sociaux, des modèles sociétaux qui permettent véritablement d'avoir des relations qui sont des relations d'intérêt partagé entre nous et nos partenaires. Monsieur l'ambassadeur. Oui, mais écoutez, moi je crois que la France fait ce qu'elle doit faire. Si moi j'étais français et si j'étais président français, je ferais ce que Macron fait. Parce que chacun doit protéger les intérêts de son pays. J'ai parlé de Trump ici en disant si ce type-là, les Américains le tuent les yeux fermés. Ce qui n'arrangerait pas forcément les populations ivoiriennes. Mais les populations ivoiriennes doivent savoir et chercher et trouver ce qui va les arranger. Ce n'est pas à la France de les arranger. Soyez sérieux. Parce que si nous attendons que la France nous arrange, c'est comme d'autres qui sont en train d'attendre que Jésus revienne faire leur maison. On ne va pas s'en sortir. Certains de ces populations réclament le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Les populations, écoutez ceci, la France connaît ses intérêts, elle les défend. La France est un pays développé, elle ne veut pas redevenir le Bangladesh ou je ne sais pas quel autre pays. Donc la France agira pour avoir les meilleures écoles, les meilleurs hôpitaux, les meilleurs salaires, le meilleur modèle social, comme ils aiment d'ailleurs le dire. Oui. Elle le fera toujours. Amenez le président que vous voulez, il le fera. Maintenant, les Africains que nous sommes, nous aussi, on doit vouloir avoir de bons hôpitaux, de bonnes universités, un modèle social où les gens ne meurent pas de faim. C'est là que nous devions pouvoir discuter les yeux dans les yeux avec la France. Nous ne sommes pas contre vos intérêts, mais nous ne voulons pas que vous aussi, vous détruisiez les intérêts de nos populations. Mais qui tient ce discours en Afrique ?
Vous voyez d'un côté des gens qui condamnent la France les yeux fermés et de l'autre les gens qui sont en train de porter la France au nu. Ce n'est pas normal. Les Africains doivent réfléchir et ne pas toujours attendre des solutions qui viennent des gens. Voilà, on est assis ici. Vous êtes journaliste, je suis journaliste. Voilà un professeur d'université, un autre professeur d'université. Si vous avez des têtes comme ça, pourquoi avez-vous besoin de la France? Pourquoi vous-même vous ne pouvez pas concevoir un modèle social pour que vos pays marchent? Maintenant, la France... Aujourd'hui, aucun pays ne peut se tarir de vouloir vivre en autarcie. Non, on ne dit pas de vivre en autarcie. Moi, écoutez, si, au lieu de dire on va refaire la monnaie, la France nous a volé depuis 1960, c'est normal, la France vous a volé parce que vous étiez volable. Qu'est-ce qui vous empêche? Ah oui, attendez, qu'est-ce qui vous empêche d'aller vraiment courageusement voir la France pour dire, écoutez, jusqu'ici vous retenez 50% de nos devises, dans un premier temps, on ne vous déclare pas la guerre, retenez juste 25%, nous on a 115%, on a besoin de faire nos écoles, nos routes, nos ponts, mais la France ne peut pas refuser parce que il faut la prendre à son propre jeu. Le pays qui se proclame la première démocratie, le pays des droits de l'homme, le pays qui a le meilleur modèle social. On lui dit, mais nous on veut juste un dixième de ce que tu as fait. Tu as comme modèle social et nos Africains seront heureux. Il faut les prendre à leur jeu. Sinon les discours vont en guerre, on va en finir avec la France, mais avec quoi? Les terroristes viennent, vos pays qui ont formé leurs armées, ou d'ailleurs en France, mais ils sont en déroute. Est-ce que la France avait besoin de venir avec Barkhane, avec épervier ou hirondelle ou pigeon pour secourir les Africains? Depuis 1960 qu'ils forment nos armées et nos officiers. À quoi ils les ont formés? À chasser quoi? Les agoutis? Ou bien à faire la guerre? Alors, que la France revienne aujourd'hui pour nous faire la guerre à notre place, ça veut dire que la formation a même déjà posé problème. Retournez négocier tout ça avec la France. Qu'on revoie les choses autrement. Sinon, envoyez vos militaires se former au Vietnam. Ils savent faire la guérilla. Ils viendront combattre les terroristes. C'est tout. Donc, il faut discuter avec la France et ne pas s'étonner que la France défende ses intérêts. Vous voulez que la France défende les intérêts de qui? Alors 30 secondes avant. Oui. Non, je pense que l'ambassadeur a tout dit. Hein. Il a tout dit. Vous savez, ce que nous constatons dans nos pays aujourd'hui, c'est le développement de l'industrie politique au détriment de l'industrie économique. Alors que l'industrie politique ne vend rien. D'où l'industrie politique tient l'argent pour faire vivre l'industrie, les gens qui sont dans l'industrie politique. Tous les jeunes aujourd'hui n'écrivent que la politique. Mais ailleurs, aux États-Unis par exemple, les jeunes veulent créer des entreprises. Mais vous parlez de la France. Également, des jeunes veulent créer. On est plus impliqué également. Le débat là, il ne faut pas l'ouvrir. On ne va pas l'ouvrir. On va observer la pause. On aura également l'occasion d'en revenir. Voilà, justement. Merci quand même d'être passé dans le monde en 7, M. Vito Théo. C'est un plaisir. Alors, nous, on va observer la pause et revenir dans une dizaine de minutes, juste après le journal, pour parler du Togo dans la deuxième partie du Monde en 7.